Tunis, 20 mai 1943. La guerre en Afrique du Nord vient de s'achever. Les rues sont couvertes de fleurs, la foule crie, les soldats alliés défilent sous un soleil de plomb. Et dans cette ville libérée, deux généraux français se font face. L'un est le supérieur hiérarchique de l'autre. Ils se sont battus côte à côte pendant des mois, séparés par des centaines de kilomètres de désert, mais reliés par la même idée fixe, chasser l'ennemi d'Afrique. Ce jour-là, l'Armina dit quelque chose à Leclerc, une phrase, ou peut-être plusieurs, que les témoins ont retenu longtemps. Ce qui s'est passé entre eux, ce que cela révèle sur chacun et ce que cela dit de la France libre dans un des moments les plus tendus de son existence, c'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Restez jusqu'au bout, la fin de cette histoire est aussi inattendue que la vie des deux hommes qui la portent. Bienvenue sur l'Appel de la France. Si ce genre d'histoire vous intéresse, celle qu'on ne raconte pas dans les manuels scolaires, celle qui se cache derrière les grandes dates, abonnez-vous à la chaîne. Chaque récit que nous publions est le fruit de recherches, de sources et d'un respect pour ceux qui se sont battus pour que nous soyons là. Pour comprendre ce qui se passe à Tunis en mai 1943, il faut remonter à juin 1940. Pas à Paris, pas à Bordeaux, à Damas, Edgar de l'Armina est colonel chef d'état-major du théâtre d'opération du Moyen-Orient. Il a fortifourant une carrière impeccable, deux guerres dans le corps. Quand la nouvelle de l'armistice arrive, il refuse, simplement, clairement, sans hésiter. Son supérieur, le général Dentz, le fait arrêter. L'Armina est enfermé à Damas. La plupart des officiers dans sa situation se résignent. Lui s'évade. Le 30 juin 1940, il franchit la frontière vers la Palestine à pied, dans la nuit, avec son uniforme et rien d'autre. Ce geste, personne ne le lui a demandé. Il n'y avait aucun réseau organisé, aucune garantie, aucun filet de sécurité. De Gaulle venait d'appeler depuis Londres, mais très peu l'avaient entendu. L'Armina, lui, avait entendu. Et il avait agi. Quelques semaines plus tard, il rejoint l'Afrique équatoriale française. Brazzaville, Fort-Lamy, Libreville, il rallie le Moyen-Congo, le Gabon, le Tchad. De Gaulle le nomme gouverneur général de l'AEF Libre, puis général de brigade. À Fortifivant, l'Armina est devenu l'un des premiers piliers militaires de la France libre, celui qui tient le continent africain pendant que les autres se battent en Libye ou en Égypte. C'est lui qui organise les défenses de Bir Hakeim avant de confier le commandement à Pierre Koenig. Ce camp perdu dans le désert libyen à 50 km de la route côtière allait devenir en juin 1942 l'un des symboles les plus forts de la résistance française. Mais l'Arminat n'y était plus. Il avait préparé le terrain, posé les mines, réfléchi aux lignes de retraite et confié le flambeau. C'est comme ça qu'il travaille, dans l'ombre des batailles décisives, en construisant ce que les autres feront fonctionner. Philippe Leclerc de Haute-Cloque, lui, c'est le contraire. Il est visible, présent sur le terrain, au milieu de ses hommes, souvent en avance sur ses propres lignes, né en 1902 dans une famille de vieille noblesse picarde, sorti de Saint-Cyr en 1924, il a à peine 40 ans quand il arrive en Afrique. Il a pris le nom de Guerre Leclerc pour protéger sa famille restée en France occupée. Son vrai nom, Haute-Cloque, ne doit pas apparaître dans les communiqués allemands. En septembre 1940, il rallie à lui le Cameroun avec quelques dizaines d'hommes, puis le Fezzan, puis le Tibesti, puis Koufra, où il prononce son célèbre serment « Ne s'arrêter que lorsque les couleurs françaises flotteront sur la cathédrale de Strasbourg ». Ce n'est pas une métaphore. C'est un engagement personnel, presque religieux. L'Armina et Leclerc se connaissent depuis l'Afrique. Ils se sont croisés lors des campagnes de ralliement, ils partagent la même ligne politique, fidélité absolue à De Gaulle, méfiance totale envers Vichy, conviction que seule la continuation du combat peut sauver l'honneur français. Mais leurs tempéraments sont opposés. L'Armina est un organisateur, un stratège de l'ombre, avec une plume acide et un caractère tranchant. Leclerc est un chef de terrain, un homme d'instinct, qui inspire par l'exemple plutôt que par les discours. Et pourtant, à l'hiver 1943, c'est l'Arminat qui va tenir les rênes de la campagne, qui va réunir les deux hommes en Tunisie. Le 17th of January 1943, De Gaulle tranche. Les forces françaises libres qui participeront à la campagne de Tunisie seront placées sous le commandement du général de l'Armina. Deux grandes unités, la première division française libre sous Koenig et la force L, comme Leclerc, commandée par Leclerc lui-même. L'Armina est donc officiellement le supérieur de Leclerc pour cette campagne. C'est une situation délicate. Leclerc est une légende. Ses hommes l'adorent. Ses victoires dans le désert, Koufra, Le Fezzan, Tripoli, ont fait le tour de la presse libre. L'Armina, lui, est moins connu du grand public, plus administrateur, moins photographié, moins médiatique, mais c'est lui qui tient les fils. Et la situation en Afrique du Nord, à ce moment, est un nid de vipères.
Le 8 of November 1942, les Alliés ont débarqué au Maroc et en Algérie. L'amiral Darlan, haut représentant de Vichy, a été assassiné à Alger le 24th of December. Les Américains ont alors choisi de s'appuyer sur le général Giraud, un militaire droit, respecté, mais sans programme politique, sans vision de ce que doit être la France de demain. Pour De Gaulle, c'est inacceptable. Pour l'Armina, c'est une insulte. Pour Leclerc, c'est un problème pratique qu'il faut contourner sans s'y heurter de face. Les Allemands, pendant ce temps, ont envoyé 70,000 hommes en Tunisie. Rommel remonte depuis El Alamein. La dernière bataille d'Afrique du Nord s'annonce. La force L pénètre en Tunisie le 20th of February 1943. Leclerc arrive dans le désert du sud tunisien avec ses camions, ses automitrailleuses, ses tirailleurs sénégalais, ses méharistes, ses légionnaires. Une armée hétéroclite recrutée sur 3 continents qui parle 10 langues et se bat depuis 1940 sans interruption. Montgomery lui confie la couverture du flanc gauche de sa 8th Armée britannique le long de la ligne Mareth. Et puis, le 10 mars, à Ksargilan, un fortin au milieu des dunes, à 70 km de Medellín, les Allemands attaquent. Ce n'est pas une escarmouche, ce sont les 15th and 21st Panzer Division, appuyés par des Stuka, qui lancent une charge frontale contre les positions de Leclerc. L'objectif allemand est double, repousser la force L et surtout découvrir la concentration de troupes néo-zélandaises qui s'apprêtent à déborder la ligne Mareth par le sud. Si les Allemands percent à Ksargilan, le plan de Montgomery s'effondre. Leclerc tient. Il ordonne à ses hommes de rester en position, de ne pas reculer d'1 mètre. La Royal Air Force finit par intervenir, mais pendant plusieurs heures, ce sont les soldats de la force L qui font face seuls aux blindés de l'Africa Corps. Les pertes sont lourdes, la position est tenue. Ce détail en apparence tactique est en réalité décisif pour la suite. Grâce à Ksargilan, la 2e division néo-zélandaise peut déborder la ligne Mareth et forcer les Allemands à décrocher vers Gabès. Le 29th of March, Leclerc entre à Gabès. La route vers le nord est ouverte. C'est là, le 2 avril 1943 à Gabès, que se produit quelque chose de révélateur. Leclerc rencontre le général Giraud. Il tente de le convaincre, vainement, que seul De Gaulle peut réaliser l'union des Français. Giraud écoute, hoche la tête et ne change rien. Ce rendez-vous manqué résume tout. L'impasse politique qui paralyse la France combattante au moment même où ses soldats remportent des victoires sur le terrain. L'Armina, lui, n'essaie même pas de convaincre Giraud. Il ne lui parle pas. Il le méprise. Quel général français vous ferait le plus plaisir d'entendre dans une prochaine vidéo ? Écrivez-le en commentaire. Cela nous aide à choisir les prochains récits de la chaîne. La première, DFL de l'Armina, pendant ce temps, se bat au nord. Djebel Garci, Takruna, un village perché à 350 mètres d'altitude, défendu par les Italiens jusqu'au dernier homme. La brigade Bresset emporte cette position au corps à corps, dans des combats que les survivants ne parleront jamais clairement. Le prix humain est élevé. Très élevé. Le 13th of May 1943, les troupes germano-italiennes capitulent en Tunisie. 240,000 hommes se rendent. C'est la plus grande capitulation de l'Axe depuis Stalingrad 3 mois plus tôt. L'Afrique du Nord est libre et le 20 mai, Tunis célèbre. C'est là que tout se noue. Le défilé de la victoire à Tunis, le 20th of May 1943, est censé être le moment de l'union. Giraud est là. Eisenhower est là. Les troupes alliées britanniques, américaines, françaises de l'armée d'Afrique défilent dans les avenues de la capitale tunisienne. La foule acclame, les drapeaux claquent, c'est le triomphe. Mais l'Armina refuse. Il refuse que les forces françaises libres défilent aux côtés de l'armée d'Afrique de Giraud. Ce n'est pas un caprice, c'est une position politique mûrement réfléchie. Pour l'Armina, laisser les FFL défiler sous le même commandement que les troupes qui ont obéi à Vichy jusqu'en novembre 1942, qui ont tiré sur les Alliés lors du débarquement, qui ont servi un régime de collaboration, c'est une imposture, une falsification de l'histoire en train de se faire. Les Britanniques, eux, sont fair-play. Ils comprennent quelque chose que les Américains semblent avoir du mal à saisir. Ces soldats en short et chemises à manches courtes, coiffés de calots multicolores, debout sur leurs camions et leurs half-track, ce ne sont pas des troupes coloniales ordinaires. Ce sont les gens qui ont dit non en juin 1940, qui ont marché depuis le Tchad jusqu'à Tunis, 4000 km de désert, pour arriver là. Les Britanniques laissent donc les FFL ouvrir la partie motorisée du défilé. Et la foule, qui connaît Bir Hakeim, qui a entendu parler de Ksargilan, leur réserve une ovation que les troupes de Giraud, neuves et bien équipées, ne recevront pas. C'est dans ce contexte que l'Armina dit à Leclerc ce qu'il pense.
Le détail exact des mots échangés ce jour-là entre les deux généraux ne figure dans aucun procès-verbal officiel. Ce que nous savons, c'est que l'Armina est inflexible sur la question du défilé séparé et que Leclerc, plus pragmatique, commence à regarder vers l'avenir, vers l'intégration dans les structures alliées, vers ce que devra être la deuxième DB pour libérer la France. Ce que l'Armina dit à Leclerc, en substance, c'est ceci. Nous ne pouvons pas effacer ce qu'ils ont fait. Nous ne pouvons pas défiler sous la même bannière que ceux qui ont combattu contre nos alliés 6 mois plus tôt. Ce serait mentir à ceux qui sont morts depuis 1940. Ce serait mentir à la France. Leclerc l'écoute. Il ne dit pas qu'il a tort, mais il sait, lui, que la guerre n'est pas finie, que la France n'est pas encore libérée, que pour atteindre Strasbourg, son serment de Koufra, il lui faudra les hommes de l'armée d'Afrique, leurs chars, leurs camions, leurs officiers. L'avenir de la deuxième DB ne peut pas se construire dans la pureté absolue. Il se construira dans la synthèse. Ce désaccord-là, entre la fidélité aux origines et la nécessité du rassemblement, est au cœur de ce que la France libre a vécu pendant toute l'année 1943. Abonnez-vous à l'Appel de la France si vous souhaitez suivre ces récits. Il y a encore beaucoup d'histoires comme celle-ci, des histoires où les décisions prises dans l'ombre ont changé le cours des événements. Quelques jours après le défilé, la joie de la victoire tourne à l'amertume. Le 8th of June 1943, la First DFL reçoit l'ordre de quitter la Tunisie. Elle est à considérer comme indésirable sur le territoire français. Les ralliements au FFL qui se multiplient depuis la capitulation de l'Axe, civils, militaires de l'armée d'Afrique attirés par la réputation et l'esprit des Français libres, commencent à inquiéter l'état-major d'Alger. Trop de monde veut rejoindre l'Armina et Leclerc. Trop de monde tourne le dos à Giraud. Le 10th of June, c'est au tour de Leclerc d'être expédié. La force, elle, quitte la Tunisie pour Sabrata, en Tripolitaine. L'Arminat part vers Zouara. Les vainqueurs de Ksar-Gilan et de Takruna vont passer les mois les plus chauds de l'été 1943 dans le désert libyen, à l'écart du sol français. C'est là, dans ces semaines de réorganisation forcée, que quelque chose d'important se produit. De Gaulle, qui a finalement pris le dessus sur Giraud au sein du Comité français de libération nationale, créé à Alger en juin 1943, décide de la forme que prendra la future armée française. La seconde DFL de Leclerc va devenir la deuxième division blindée. Elle recevra des chars américains, des Sherman, des Half-Tracks, des Jeeps. Elle intégrera dans ses rangs des soldats de l'armée d'Afrique, des Français de métropole évadés, des Espagnols républicains. La synthèse que Leclerc appelait de ses vœux. L'Armina, lui, garde le commandement de la première DFL qui partira en Italie. Leurs chemins se séparent à nouveau, mais l'échange de Tunis reste. Ce moment où deux hommes partageant les mêmes idéaux ont regardé la victoire depuis des angles différents. L'Armina voyait ce qu'on ne pouvait pas perdre, Leclerc voyait ce qu'il fallait encore gagner. Il y a quelque chose de particulier dans la trajectoire de ces deux hommes après la guerre. Leclerc meurt en novembre 1947 dans un accident d'avion au-dessus du Sahara algérien, à Fortifouran, quelques mois seulement après la fin des guerres qui avaient été toute sa vie. Il n'a pas eu le temps de vieillir, la France lui construira un musée, le nommera maréchal à titre posthume, mettra son nom sur des avenues dans des centaines de villes. L'Armina, lui, survit. Il écrit ses chroniques irrévérencieuses publiées chez Plomb en 1962, où il règle ses comptes avec l'histoire et avec certains de ses contemporains, avec la causticité qu'on lui connaissait. Général d'armée depuis 1953, premier président de l'Association des Français libres, il reste la mémoire vivante de ce que la France libre a été. Puis arrive la guerre d'Algérie, et avec elle un drame d'une nature différente. En avril 1961, des généraux français, Challeux, Jouhaud, Zeller, Salan, se mutinent à Alger. Ils refusent l'indépendance algérienne, prennent le contrôle de la ville pendant 4 jours, puis capitulent. C'est le putsch des généraux. Il faut les juger. Et De Gaulle, qui connaît la valeur symbolique des gestes, charge l'un des derniers grands témoins de la France libre de présider le tribunal militaire, Edgar de l'Armina. Le 1er juillet 1962, avant même que le tribunal ne se réunisse, l'Armina se suicide à Paris. Il a 66 ans. Les explications données par son entourage convergent. Il craignait de ne pas avoir la force physique et morale de mener à bien cette mission. Juger des officiers français qui avaient combattu pour la France, même s'ils avaient eu tort, était pour lui un fardeau insupportable. Il y a une ironie cruelle dans cette fin. Lui qui avait été emprisonné par ses propres supérieurs en juin 1940, pour avoir voulu continuer à se battre. Lui qui avait traversé des frontières dans la nuit pour rejoindre une cause que presque personne ne croyait possible. Lui qui avait refusé de défiler avec ceux qui avaient failli.
se retrouvait 22 ans plus tard chargés de juger d'autres officiers qui avaient, à leur façon, refusé les ordres qu'ils estimaient injustes. La ligne entre la désobéissance honorable et la rébellion inadmissible, il l'avait tracée lui-même en 1940. Et en 1962, c'est lui qu'on chargeait de la faire respecter. Dans les semaines qui suivent ce renvoi en Tripolitaine, les deux généraux travaillent côte à côte à la réorganisation de leurs unités. C'est dans ces moments d'apparente pause que beaucoup de choses se décident. Les cadres sont revus, les équipements recensés, les volontaires de l'armée d'Afrique triés. De Gaulle a donné des instructions précises à l'Armina et à Leclerc. Accueillir ceux qui veulent vraiment rejoindre la cause, pas seulement ceux qui veulent rejoindre le camp des vainqueurs. Cette distinction-là, l'Armina la comprend de façon presque viscérale. Il a lui-même fait ce choix dans l'obscurité de juin 1940, sans savoir si De Gaulle tiendrait, sans savoir si l'Angleterre résisterait, sans savoir si l'Amérique entrerait dans la guerre. Ceux qui arrivent en juin 1943, après 3 ans de victoires alliées, après Stalingrad, après El Alamein, après la capitulation de l'Afrique du Nord, eux, ils arrivent quand tout est déjà joué. L'Armina les accepte dans les rangs, parce que De Gaulle le lui demande, mais il ne les confond pas avec ceux qui étaient là avant. Leclerc est plus généreux sur ce point ou plus pragmatique selon le point de vue qu'on adopte. Pour lui, ce qui compte, c'est la qualité du soldat aujourd'hui, pas son passé d'il y a 2 ans. Et il y a parmi ces nouveaux venus des hommes remarquables, des spahis marocains, des chasseurs d'Afrique, des artilleurs expérimentés. Perdre ces hommes par souci de pureté serait une erreur militaire. Ce désaccord de fond, ils ne le résolvent pas à Tunis. Ils vivent avec, comme on vit avec les fractures, qui ne guérissent jamais complètement. Ce que l'Armina a dit à Leclerc à Tunis en mai 1943, ce n'était pas seulement une dispute entre deux généraux sur un protocole de défilé. C'était 2 façons différentes de répondre à la même question : à quoi sert la victoire si on oublie pourquoi on s'est battu ? L'Armina répondait : elle ne sert à rien si on efface les origines. La France libre n'était pas une parenthèse, c'était un choix moral fait dans l'obscurité totale, sans garantie, sans armée, sans État. Ce choix méritait d'être honoré, visible, distinct, défiler aux côtés de ceux qui avaient obéi à Vichy, même pour ne pas froisser les Américains, c'était trahir les morts. Leclerc répondait : la victoire sert à rentrer en France. Et pour rentrer en France, il faut une armée suffisamment forte. Cette armée ne peut pas se construire dans la nostalgie, elle doit intégrer tout ce qui veut se battre, même ceux qui ont mis du temps à comprendre. Ils avaient tous les 2 raison, c'est ce qui rend cette histoire difficile. Ce qu'il faut retenir de cette rencontre en Tunisie, c'est peut-être simplement ceci. 2 hommes qui avaient tout donné pour la même idée ne s'y retrouvaient-ils pas tout à fait. Pas parce qu'ils avaient changé, mais parce que l'idée, en grandissant, était devenue assez large pour contenir 2 visions incompatibles. Leclerc libérera Paris le 25th of August 1944. Il entrera à Strasbourg le 23rd of November de la même année, accomplissant son serment de Koufra. L'Armina aura libéré les poches de l'Atlantique, dont Royan en janvier 1945, dans des conditions qui lui vaudront une controverse durable avec les habitants de cette ville. 2 hommes, une même France libre, des chemins qui se croisent à Tunis le 20th of May 1943 et qui ne se croiseront plus jamais vraiment. Si cette vidéo vous a appris quelque chose sur ces hommes, sur cette époque, sur ce que c'est que de se battre pour une idée qu'on n'est même pas certain de voir triompher, partagez-la avec quelqu'un qui aime l'histoire. Et dites-nous en commentaire quel autre officier de la France libre mérite qu'on lui consacre une vidéo. On lit chaque message. L'appel de la France continue parce que ces histoires méritent de ne pas mourir dans les archives.